Bonjour, aujourd'hui nous trois, on a envie de vous parler de la question du fait que même si la vie est difficile, voire très difficile, certains arrivent à y croire encore malgré tout et d'autres non. Pour le dire autrement, comment sortir du désespoir ou quelles seraient les conditions de l'espoir? Bon, moi je me souviens, l'an dernier, la journée en bateau qu'on avait fait ensemble, j'ai plusieurs fois cru que notre dernière heure était arrivée. Ça aurait pu très mal tourner. Oui, on a galéré. Faut dire que l'association qui organisait n'était pas très prudente. Et à un moment, on était quasi désespérés. On a beau ramer, on n'avance pas, c'est comme si on était dans la glu. Nos barques sont trop lourdes. Je suis pas sûre qu'on arrivera sur l'autre rive avant la nuit. Et le vent qui se lève, et les vagues qui sont hautes. On va chavirer, c'est sûr. Maintenant, on est où? Dans une grotte? Oui, c'est sans doute une grotte. Faudrait pas que nos lampes torches s'éteignent. Bon, on s'en est sorti, mais on a frôlé la catastrophe. Moi, j'ai bien cru que c'était foutu. Pour nous, c'était juste une journée mal préparée, mais pour d'autres, le sentiment d'insécurité, de catastrophe où on perd tout espoir, c'est leur quotidien et pour de longues périodes. Et eux, ce sont nos patients. Pour certains, ce sont des raisons extérieures graves, de guerre, de tremblements de terre, de famine. Parfois tout cela en même temps. Avec en plus, en fond, l'inquiétude pour le climat, la situation politique. Et, dans d'autres cas extrêmes, c'est un climat familial, de terreur, de solitude dès l'enfance, qui fait dire à Donald Winnicott cette phrase très impressionnante. C'est une chose terrible et pourtant vraie, qu'il n'y a parfois pas d'espoir pour les enfants tant que les parents sont en vie. Pierrat Aulagnier formule autrement ces choses terribles pour certaines configurations familiales où règne la mort, Thanatos. Pour ces familles-là, dans le conflit entre Eros et Thanatos, entre la vie et la mort, l'amour et la mort, pour le sujet, se maintenir en vie, se préserver vivant, ce serait un crime de lèse Thanatos. Si je comprends bien, dans ce cas-là, la mort serait la majesté, et ne pas lui obéir, ce serait un crime de lèse la mort, un crime de lèse majesté. Dans ce genre de situation, il y a de quoi être désespéré. Oui, certaines de nos patientes sont dans ce désespoir-là. Ce serait comme s'il n'y avait plus de lumière, plus d'élan vital. Un peu comme si la lumière avait été cachée dans un coffre, lui-même caché dans un autre coffre, tout ça caché au fond d'un grenier dont on aurait perdu la clé. Oui, Clément, c'est une bonne image. Ce qui est important de comprendre en premier lieu, c'est comment se construit la capacité d'espoir, de confiance en soi et dans la vie. Je crois que ça se construit bébé. Et Sigmund Freud a une phrase très heureuse à ce sujet. J'ai parlé de Sa Majesté le bébé. Mais Donald Winnicott va plus loin. Il précise que c'est la mère qui donne cette toute-puissance à l'enfant. La mère, par une adaptation quasi à 100%, permet au bébé d'avoir l'illusion que son sein, à elle, est une partie de lui, l'enfant. Le sein est, pour ainsi dire, sous le contrôle magique du bébé. L'omnipotence est presque un fait d'expérience. Oui, pour le bébé, petit à petit,
Le rôle de la mère sera d'aider l'enfant à prendre conscience de la réalité et de sortir peu à peu de ses illusions d'être créateur du monde. À ne pas confondre avec une histoire d'enfant roi. Ici, pour construire l'espoir, ce sont des enfants qui ont eu tout petit des illusions positives qui leur ont donné force et confiance. Mais Zoé, on voit bien des adultes qui se font des illusions, mais des illusions négatives, qui vivent dans des mirages, qui croient au Père Noël, et ça ne les aide pas. Ce sont souvent des personnes qui sont encore pris dans leur trauma et qui ont perdu leur lucidité, leur clairvoyance. On peut dire qu'ils sont pris dans des meurtres d'âme, comme dirait le psychanalyste Philippe Réfaber, dans l'exemple de l'enfant pris dans le cache-cache surprise diabolique. Les parents se cachent exprès, sans prévenir leur enfant. Ils jouissent en secret de leur pouvoir sur lui, de la terreur où leur disparition le met, et se présentent ensuite comme sauveurs, comme si de rien n'était. L'enfant alors n'a pas de témoin pour dire ce qui s'est passé, et il ne peut pas être son propre témoin. Oui, cette personne ensuite aura bien du mal à distinguer ceux et celles qui l'aident et ceux et celles qui lui mettent la tête sous l'eau. Ben moi, ça me fait penser à deux personnes que je connais, cette histoire de meurtre d'âme. Un copain qui, à la mort de son père quand il avait 7 ans, a été mis en pension dans un pensionnat très très dur. Et sa mère lui disait sans cesse qu'elle faisait tout pour le récupérer près d'elle. Mais elle y a laissé 7 ans. En fait, ce qu'elle disait, c'était faux. Et puis, un autre copain en CDD, à qui son employeur promettait un CDI s'il atteignait les objectifs. Alors, ce copain a dépassé les objectifs demandés, mais il n'a pas été embauché à la fin de son CDD. En fait, son patron n'avait jamais envisagé de l'embaucher. Dans les deux cas, chacun a été attaqué sur son meilleur. L'enfant, sur son envie de faire confiance à sa mère, sur son amour pour elle, et le travailleur en CDD sur sa conscience professionnelle et sur sa puissance d'agir. Dans les deux cas, il y a eu des trahisons. Et c'est ça qui fait le lit du désespoir. Mais Zoé, quand tu as affaire à des personnes désespérées, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que d'abord, il faut des conditions pour que l'espoir ressurgisse. En premier, il faut que quelqu'un atteste de la profondeur et de l'intensité du désespoir et se mobilise. Ce peut être un proche, un amour, un thérapeute. L'écrivain James Baldwin, à propos d'un personnage qui vient de tomber amoureux, « Je savais seulement ce qu'elle me faisait éprouver. La profondeur du bouleversement qu'elle suscitait en moi m'amenait pour la première fois à oser m'interroger sur le bonheur, sur la joie, à oser presque espérer. Je ne voulais pas espérer, mais je ne savais pas comment me l'interdire. » Cette couronne que Sigmund Freud et Donald Winnicott veulent donner aux enfants, vous la voyez sur la tête des amoureux. Je crois que quand deux êtres tombent amoureux, l'un devient le seigneur d'un vaste et magnifique territoire, l'autre devient sa principauté, et ils se mettent à marcher ensemble à pas de conquérants. Le psychothérapeute Peter Levine raconte le long cheminement nécessaire pour aider quelqu'un à sortir du désespoir. J'ai vu un jour un patient qui avait eu une vie tragique. C'était un enfant juif, né pendant la guerre, devenu orphelin bébé, recueilli par un oncle et une tante maltraitante.
il avait pu s'échapper enfant dans une forêt où néanmoins il avait gardé plutôt un bon souvenir. Mais malheureusement, il avait été rattrapé, envoyé dans un camp de concentration, mais il y avait survécu. Plus tard, il s'était marié, avait eu des enfants, une réussite professionnelle, mais son fils bien-aimé de 27 ans s'était suicidé. Et depuis lors, il était désespéré. Quand je l'ai vu, c'était un homme voûté, brisé, les yeux fixés au sol, le regard vide. Toute son histoire, il me l'a racontée sans aucune émotion. Je ne savais pas comment l'aborder sans qu'il ne soit ou submergé par ses émotions ou encore précipité dans un désespoir encore plus grand. Pour essayer d'entrer un peu en contact, je lui ai demandé de me parler de son travail, de sa famille, de ses amis. Mais son ton est resté monocorde et ça n'a rien donné. Alors j'ai eu l'idée de lui demander simplement de me parler des dernières heures de sa journée. Et là, en louant une voiture, il avait vu des enfants jouer avec des cerfs-volants fabriqués avec des choses trouvées dans une décharge. Et là, enfin, j'ai vu apparaître sur son visage une première lumière. Je lui ai alors demandé de se lever comme s'il tenait une ficelle de cerf-volant et de prendre appui sur ses sensations corporelles et mentales liées à cette situation. Cela l'a reconnecté, je crois, avec la seule période heureuse de son enfance. Il a alors pris ses mains, les a posées sur ses épaules comme s'il se tenait lui-même. Et puis, il m'a enfin regardé dans les yeux et il m'a dit « Je suis vivant ». Cela a été le début d'un chemin thérapeutique fécond. Oui, grâce à Peter Levine, ce patient a retrouvé la petite lumière de son enfance, celle qui avait été enfermée dans un coffre, l'élan vital de ces moments heureux de son enfance, de ces seuls moments. Oui, pour ces patients, c'est très important de valoriser ce qui leur a permis de tenir, malgré le désespoir. La psychanalyste Françoise Davoine, elle aussi, elle nous a parlé de la capacité d'y croire. Le terme d'expectancy sert à exprimer l'espérance de vivre dans un horizon où la vie semble bannie. C'est l'attente qu'un autre prenne le relais quand vous n'en pouvez plus, sur lequel vous pouvez compter comme sur vous-même, et même encore plus, pour vous nourrir, pour vous calmer. Manger, boire, dormir, les besoins vitaux sont les seuls qui semblent compter. Ce ne serait que du nourrissage mécanique sans le visage, la voix, le geste ou le regard. Les désespérés qui oublient leurs besoins vitaux. Et là, ça peut être nécessaire de leur téléphoner tous les jours pour les encourager à faire chauffer une soupe ou passer pour demander s'ils ont besoin de quelque chose. Ce sont souvent les petites choses, voire les très petites choses, qui aident à redémarrer un processus d'espoir. Le paradoxe, c'est que si on veut aider quelqu'un à sortir du désespoir, on ne peut le faire que si on a vraiment entendu, mesuré l'intensité et la profondeur de ce désespoir. Les personnes désespérées, ce dont elles ont besoin, c'est que quelqu'un soit là. C'est d'une vraie écoute, d'une présence et d'un mouvement. La question du mouvement, elle est symbolique, faire un pas de côté. Mais elle est aussi physique. Pour reprendre espoir, le corps peut nous aider. Les petits gestes du quotidien, comme dit Françoise Davoine, sortir dehors, marcher, ou, comme dit Peter Levine, prendre appui sur les sensations du corps. Tout cela envoie un message au cerveau que l'on peut se remettre en route. Et là, on peut enfin commencer à penser à l'avenir
comme le dit James Baldwin. Oui. Peut-être ce qui est arrivé est quelque chose dont toi et moi nous pouvons nous débrouiller. Peut-être que je pense que ce qui peut arriver est plus important que ce qui est arrivé. Et alors, on peut peut-être penser à galoper dans le vaste monde, comme tu dirais Zoé, et essayer de changer ce qui peut être changé. Bonsoir, merci à tous ceux qui nous ont aidés à explorer un peu ce sujet. C'est un sujet dont on a besoin aujourd'hui, vu comment les choses se passent. Voilà, on est en train de préparer un cordel sur le même thème. Et puis n'hésitez pas à nous suivre donc toujours sur le site des outils du soin au pluriel.fr ou sur la chaîne YouTube Psychanalyse et Marionnette Zoé 37. Bon, à bientôt. Au revoir.